Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons aujourd'hui Bernard Michon, historien, maître de conférences à l'Université de Nantes et membre du CRHIA, et Éric Noël, professeur à l'Université des Antilles. Alors aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire de la Martinique, dont nous avons commencé à parler la semaine dernière, et particulièrement sur la période d'exploitation sucrière. Alors, on avait parlé de l'arrivée des esclaves en Martinique à la fin du XVIIe siècle. Combien étaient-ils au XVIIIe siècle lors de l'explosion de la déportation ? On peut effectivement parler d'explosion, puisque j'étais resté à l'idée que dans les années 1670, il y avait eu ce lancement d'une production sucrière qui exigeait une main-d'œuvre puissante. Et effectivement, à partir de ce moment, des compagnies sont mises en place. Une notable, la Compagnie de Guinée, en 1685, comme par hasard l'année où est établi le Code Noir. Et donc, on a par la suite d'autres compagnies, il y aura ainsi la Compagnie du Sénégal, qui vont jouer un rôle fort dans l'approvisionnement en esclaves des îles. Donc tout ça se fait un petit peu sous le parapluie de l'État, quelque part. Et les choses évoluent au XVIIIe siècle avec déjà les difficultés des compagnies et surtout, après la mort de Louis XIV, un libéralisme commercial qui va permettre à des entreprises, à des sociétés familiales de se développer et là véritablement de faire exploser cette introduction d'esclaves. Je souligne au passage le livre justement de Jean Métas qui répertoire des expéditions négrières au départ des ports de France comme de Nantes d'ailleurs, indique avec des éléments chiffrés précis toutes ces arrivées qui vont durer jusqu'à 1793. Alors, d'une façon globale, sans entrer dans tous les détails des chiffres, on peut dire que le chiffre retenu pour cet approvisionnement à l'échelle globale des Amériques est de 11 millions aujourd'hui, entre la fin du XVe et le début du XIXe siècle, si on prend l'ensemble des Européens qui ont amené vers les Amériques. Les Français ne sont pas les premiers, ils viennent derrière les Portugais, ils viennent en concurrence avec les Anglais. Alors, dans les Antilles même, c'est bien entendu Saint-Domingue qui récupère la plus grande proportion. Les petites Antilles sont parents pauvres, même si elles ont été les premières à démarrer, elles sont dépassées dans les années 1730 par Saint-Domingue. Alors, que dire pour la Martinique précisément ? À la fin du XVIIe siècle s'opère le renversement du nombre en faveur des esclaves noirs par rapport à la population blanche. Ça, c'est important de le souligner. Et au fil du XVIIIe siècle, on ira en ce sens. Au moment de la Révolution française, puisqu'on a des recensements périodiques, en 1789, on chiffreront 100 000 habitants à la Martinique. Et dans ces 100 000 habitants, on frise les 90 000 esclaves, donc les 9 dixièmes. On voit bien évidemment ce que nous avions précisé par rapport à notre émission sur Saint-Domingue, avec l'écrasante domination de ces populations serviles par rapport à la population libre. Tout à fait. On va dans le même sens avec des petites nuances, c'est-à-dire que la particularité des petites Antilles est d'avoir été colonisées les premières et d'avoir introduit les premières, par la force des choses, les esclaves. Donc du coup, le métissage a été aussi précoce. Et on a un métissage peut-être plus visible aujourd'hui encore dans les populations martiniquaises que dans la population haïtienne, par exemple. Ce phénomène est important parce qu'il a renforcé le regard par rapport à justement la couleur et à établir des différenciations très marquées entre les différents physiques et du coup à cibler la catégorie intermédiaire de ces gens de couleur, de ces libres de couleur dont on aura l'occasion de parler. Tout à fait. Éric Noël, je voudrais revenir sur la situation des Petites Antilles, sur la route de Saint-Domingue, qui devient l'ogre antillais, dévoreur d'esclaves. Mais la Martinique joue un rôle également, je dirais, de redistribution sur cette route de Saint-Domingue. Tout à fait. Elle a un rôle capital et qui se vérifie à plusieurs niveaux. Lorsqu'a été organisée politiquement l'administration et la justice aux Antilles, en fait, la Martinique est devenue l'île capitale. Pour une raison simple, lorsque l'on vient de l'Ancien Monde, c'est d'abord dans les Petites Antilles et dans les Petites Antilles du Sud que l'on arrive en premier. Donc, par la force des choses, la Martinique était servie avant même la Guadeloupe et avant même, bien sûr, Saint-Domingue qui se trouve beaucoup plus loin vers le fond de la Caraïbe.
Partant de là, la raison géographique et liée aux politiques a amené la Martinique à jouer un rôle de premier plan. Alors même qu'elle est plus petite, nettement, même que la Guadeloupe. Donc des 3 Antilles françaises qui sont restées à la veille de la Révolution, elle est la plus réduite. C'est important de le dire parce que cette île la plus petite a pour autant joué un rôle capital au sens où pour les navires qui arrivaient des côtes africaines, ayant longé les côtes du nord de l'Amérique du Sud, les navires pouvaient passer par Cayenne et il y avait quelquefois, tardivement dans le XVIIIe siècle, mais il y a des arrêts, l'escale de Cayenne, pour ensuite s'avancer vers les Antilles elles-mêmes et d'abord vers les petites Antilles, en particulier Saint-Pierre de la Martinique. C'est important de noter que c'est toujours la façade ouest des îles, les îles sous le vent, c'est-à-dire abritées, la côte sous le vent, celle qui est protégée, qui sont en fait les points d'accueil. C'est aussi sur ces côtes abritées que se trouvent les meilleures plaines. La plaine du Lamentin, qui est la plaine sucrière par excellence à la Martinique, et encore aujourd'hui le symbole le plus visible et le plus montré aux touristes, ce n'est pas un hasard, se trouve sur cette côte ouest. Les navires arrivant donc passent au large de la baie des Flamands pour, Fort-Royal n'est qu'une capitale administrative, aller un petit peu plus haut à Saint-Pierre et ensuite poursuivent leur route pour déverser, si on peut dire, les esclaves vers la Guadeloupe qui est un petit peu plus au nord, mais encore une fois sur cette même façade ouest, sur cette même côte abritée. C'est donc vers l'île de Basse-Terre et la ville de Basse-Terre qu'ils font leurs opérations. C'est important encore de le souligner parce qu'aujourd'hui, l'île de Basse-Terre et la ville de Basse-Terre sont un petit peu moribondes. Il y a eu, c'est vrai, les problèmes de la soufrière qui ont rendu la ville menaçante, mais Pointe-à-Pitre n'a décollé que bien plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, située de l'autre côté, précisément. Plus de place peut-être pour le radoub, etc. Et elle s'est développée, mais bien après coup. Pour reprendre notre route, eh bien, ensuite, les navires de la Martinique, de la Guadeloupe, évoluent vers le nord-ouest pour s'avancer vers Saint-Domingue. Et là, suivent un itinéraire, encore une fois, bien établi, passant par le sud de Saint-Domingue, les cailles Saint-Louis en particulier, qui ne sont pas les meilleures plaines d'ailleurs au sud, pour ensuite, par la côte ouest bien entendu, arriver au niveau de Port-au-Prince, qui n'est encore une fois qu'une capitale administrative, mais tout à côté, il y a les plaines de Liogane, de Saint-Marc en particulier. Et enfin, l'itinéraire se termine par le nord et la fameuse plaine du Nord où se trouve le Cap Français, qui est la capitale économique par excellence de l'île, aujourd'hui Cap Haïtien. Alors, ça n'est pas une autoroute absolument fléchée, mais c'est tout de même ce que l'on retrouve le plus. Et parfois, suivant aussi la conjoncture politique, les navires peuvent aller jusque vers la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, qui a été quelque temps justement un point où, de façon très minoritaire, mais des esclaves ont pu être débarqués aussi. Et ensuite, c'est le retour vers l'Europe, effectivement. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Éric Noël. Éric Noël, est-ce que vous pouvez nous parler des retentissements de la Révolution à Saint-Domingue en Martinique et des conséquences de la première abolition de l'esclavage en 1794 ? Oui, tout à fait. Et vous faites bien effectivement de différencier d'emblée Saint-Domingue et la Martinique parce qu'il y a eu naturellement retentissement dans les deux îles, mais pas du tout avec les mêmes effets. Alors, c'est important de le souligner parce que les deux îles n'ont pas du tout connu par la suite la même histoire. En effet. Effectivement, Saint-Domingue a été le lieu où la Révolution a eu les effets les plus visibles parce que là se trouvaient dans la perle des îles les plus gros rapports financiers liés au sucre, comme on l'a dit précédemment, et des colons puissants qui jouaient aussi un rôle au plan politique et entendaient faire entendre leur voix en métropole, donc qui ont tout fait pour verrouiller justement toute possibilité d'émancipation dans les îles. Donc un blocage. Mais ce blocage a été très vite contrarié parce que dans cette même île de Saint-Domingue avait déjà évolué une société de libres de couleur qui possédait elle aussi des habitations et qui a voulu jouer son rôle politiquement en participant aux événements, en ayant des députés
Et puisque les premiers avaient obtenu une députation, les seconds ont obtenu finalement la même en 1792. Il ne restait plus qu'un troisième groupe, c'était l'immense majorité des esclaves qui, avant même de réclamer le droit de vote, voulaient au moins exister et qui a réclamé tout à la fois. Donc on a eu une cascade et un embrasement finalement. Ça a abouti effectivement à cette abolition de février 1794, une évolution dont on ne discutera pas les détails, sachant qu'on se dispute encore aujourd'hui la paternité de cette première abolition. Est-elle le fait des abolitionnistes en France qui avaient effectivement déjà lancé cette idée, dans un souci peut-être parfois plus économique qu'idéologique d'ailleurs, ou est-ce qu'elle vient des esclaves eux-mêmes qui avaient participé à la défense de l'île face aux Anglais qui profitaient de cette situation très trouble pour la France et s'immiscer dans les affaires de Saint-Domingue? Toujours est-il qu'effectivement, les esclaves ont monnayé leur abolition au sens où, puisqu'ils avaient aidé les Français à repousser les Anglais, obtenaient en retour leur récompense, c'est-à-dire la pleine liberté, la pleine citoyenneté. Voilà pour Saint-Domingue. Et 1794, la première abolition. Qu'en est-il parallèlement à la Martinique ? La Martinique a la même société, le même type d'économie, mais est beaucoup plus petite. Et du coup, avec ce qui s'est passé à Saint-Domingue, a senti aussi au niveau de ses colons la même menace, mais les colons s'y sont auto-organisés d'une certaine façon. Et on préférait très vite, sous l'impulsion de familles comme les Dubuc en particulier, qui ont joué un rôle puissant, très vite, s'acoquiner avec les Anglais qu'ils ont tenté d'établir dans l'île. Ça n'a pas marché la première fois, mais finalement, le coup a réussi. Et autant, quand on est colon, se donner à des Anglais qui maintenront le système esclavagiste de l'Ancien Régime, plutôt que de se laisser à une république qui finalement allait détruire tout ce qu'on avait possédé, pour dire vite les choses. Donc le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu d'abolition à la Martinique. Ce n'est pas un hasard si c'est juste après que la loi de février 1794 a été votée que la Martinique s'est retrouvée dans les mêmes temps dans les mains anglaises. Et elle a connu, j'ose pas dire un boulevard de tranquillité, mais une situation inchangée économiquement et socialement dans toute la période qui a suivi. Donc les Martiniquais se donnent aux Anglais, on rentre dans le cycle des guerres révolutionnaires, puis des guerres impériales, donc il n'y a pas de rétablissement de l'esclavage en 1802 puisque l'abolition, vous nous l'avez expliqué Éric Noël, n'a pas eu lieu. Et on entre ensuite dans une période où finalement la Martinique passe dans les mains des Anglais, dans les mains des Français, avant d'être restituée au moment du congrès de Vienne, qui met une fin au cycle des guerres impériales. Et finalement, il faut attendre 1848 pour voir l'esclavage aboli en Martinique. C'est tout à fait ça. Éric Noël, Bernard Michon, merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission où nous parlerons cette fois des livres de couleur du XVIIe au XIXe siècle. Merci aux auditeurs qui nous suivent. À la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.